Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Inside News Review. Plus de 10 millions de morts, 3 décennies de violence ininterrompue, un conflit qualifié d'insoluble par toutes les médiations internationales depuis 1996. Et pourtant, le 4 décembre 2025, dans l'édifice flambant neuf de l'Institut américain pour la paix à Washington, 2 présidents apposent leur signature sur un document présenté comme la fin définitive de cette tragédie. Donald Trump, orchestrateur de cette cérémonie, revendique la résolution du 8e conflit en moins d'1 an de mandat. Je cite, « Aujourd'hui, nous réussissons là où tant d'autres ont échoué. Les accords de Washington promettent un cessez-le-feu permanent, le désarmement des groupes armés et l'intégration économique régionale. Félix Tshisekedi et Paul Kagame échangent des poignées de main sous les applaudissements d'une dizaine de chefs d'État africains. Mais derrière le spectacle diplomatique se cachent des questions essentielles. Comment un conflit considéré comme inextricable trouve-t-il subitement sa résolution? Quels intérêts économiques précis motivent l'implication américaine? Et surtout, que contiennent réellement ces accords au-delà des déclarations solennelles? Aujourd'hui, Inside News Review décortique les documents, analyse les discours et révèle les mécanismes d'un accord dont les implications dépassent largement le cadre régional africain. La cérémonie de Washington ne fut pas un simple acte administratif. Ce fut un événement de communication politique minutieusement orchestré pour projeter une image de succès diplomatique sur la scène mondiale. Au centre de cette mise en scène, Donald Trump lui-même, qui n'a pas manqué d'adresser une pique à ses prédécesseurs. Je cite, « Beaucoup d'administrations ont essayé, mais probablement pas très fort, sachant qui m'a précédé. » Pour souligner la portée internationale de l'événement, un parterre impressionnant de dignitaires était présent. Le président de l'Angola, João Lourenço, celui du Kenya, William Ruto, du Burundi, Évariste Ndayishimiye, le vice-président ougandais, les ministres des Affaires étrangères du Qatar et des Émirats arabes unis, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine. Cette présence massive visait à conférer une légitimité continentale à un processus initié et contrôlé par Washington. Trump insista particulièrement sur le cadre symbolique. Je cite, « C'est la première fois que nous utilisons ce bâtiment pour la paix. C'est un bâtiment spectaculaire. » Le choix de l'Institut pour la paix, organisme gouvernemental américain créé en 1984, inscrit délibérément l'accord dans l'héritage diplomatique américain plutôt que dans les mécanismes multilatéraux traditionnels comme l'ONU ou l'Union africaine. Cette dimension symbolique masque une réalité plus prosaïque. Les accords de Washington succèdent au processus de Nairobi et de Luanda, 2 initiatives africaines menées respectivement par le Kenya et l'Angola entre 2022 et 2024. Ces médiations régionales avaient échoué à produire un cessez-le-feu durable. Le président kenyan William Ruto reconnut diplomatiquement cet échec. Je cite, « Les processus coordonnateurs de Nairobi, Luanda et Washington ont créé le chemin essentiel qui nous amène à ce moment pivot. » Cette formulation préserve la face des médiateurs africains tout en actant la supériorité de l'intervention américaine. La question demeure, qu'est-ce qui différencie fondamentalement le processus de Washington des tentatives précédentes? La réponse se trouve dans l'examen précis du contenu des accords et des intérêts qui les sous-tendent. Le décor planté, il faut maintenant examiner la substance. Que contiennent exactement ces accords de Washington au-delà de la solennité des signatures? La valeur d'un traité de paix ne réside pas dans la pompe de sa signature, mais dans la clarté et la force exécutoire de ses clauses. Les accords de Washington reposent sur 5 piliers, présentés comme les fondations d'une paix durable. Premier pilier, le cessez-le-feu permanent. L'accord prévoit l'arrêt immédiat des hostilités entre les forces armées de la RDC et celles du Rwanda. Aucun calendrier précis ne fut communiqué publiquement lors de la cérémonie. Aucun mécanisme de vérification indépendant ne fut détaillé.
le président Trump évoqua des résultats immédiats sans spécifier comment ils seraient mesurés ou garantis. Deuxième pilier, le désarmement des forces non étatiques. Cette clause vise les dizaines de groupes armés opérant dans l'Est congolais. Le M23, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, les Mai Mai et autres milices devront déposer les armes. Les modalités pratiques de ce désarmement restent floues. Qui collectera les armes? Selon quel calendrier? Sous quelle supervision internationale? Ces questions cruciales demeurent sans réponse publique. Troisième pilier, le retour des réfugiés. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 5,6 millions de personnes déplacées internes vivaient en RDC fin 2023. Dans les seules provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, 2,8 millions de personnes ont fui leur foyer. L'accord prévoit leur retour en toute sécurité. Mais comment sécuriser des zones contrôlées par des groupes armés depuis des années? Qui financera la reconstruction des infrastructures détruites? Qui garantira les droits fonciers des retournants face aux occupants actuels? Quatrième pilier, justice et redevabilité. Trump déclara, je cite, « Justice et redevabilité pour ceux qui ont commis des atrocités illégales ». La formulation reste vague. S'agit-il de juridiction nationale, d'un tribunal mixte ou de la Cour pénale internationale? La CPI mène plusieurs enquêtes actives sur les crimes commis en RDC. Son absence explicite dans les discours officiels interroge sur l'architecture judiciaire réellement envisagée. Cinquième pilier, intégration économique régionale. C'est ici que le discours change radicalement de nature. Trump fut d'une franchise brutale. Je cite, « La République démocratique du Congo et le Rwanda ont accepté d'intégrer plus étroitement leurs économies l'une avec l'autre. Nous allons envoyer certaines de nos plus grandes entreprises dans les deux pays et nous allons extraire une partie des terres rares et des actifs, payer, et tout le monde va gagner beaucoup d'argent. » Cette déclaration révèle le moteur réel de l'implication américaine. Les États-Unis ont signé simultanément des accords bilatéraux séparés avec Kinshasa et Kigali portant explicitement sur l'accès aux minerais critiques. Trump relia ces accords à sa stratégie de sécurité nationale et à sa politique tarifaire. Je cite, « Nous prenons des billions de dollars de droits de douane. Personne n'a jamais rien vu de tel. » L'absence de publication intégrale des textes signés empêche toute analyse juridique approfondie. Les déclarations publiques révèlent néanmoins une architecture où la stabilisation sécuritaire constitue le prérequis d'une exploitation économique mutuellement avantageuse. Cette corrélation explicite entre résolution du conflit et accès aux ressources pose une question fondamentale. Les accords de Washington visent-ils prioritairement la paix des populations ou la sécurisation des approvisionnements stratégiques américains? Pour répondre, il faut examiner précisément quelles ressources sont en jeu et pourquoi elles justifient une intervention diplomatique de cette ampleur. Si Donald Trump a orchestré personnellement cette médiation, ce n'est pas par philanthropie. Le sous-sol congolais recèle des ressources que la Maison-Blanche considère comme essentielles à sa sécurité nationale. Smartphones et systèmes de stockage d'énergie. Le coltan, contenant du tantale utilisé dans les condensateurs électroniques, provient à 60% du territoire congolais. Le pays possède également des gisements substantiels de lithium, cuivre, germanium et terres rares. La Chine contrôle actuellement 70% du raffinage mondial du cobalt et 90% du traitement des terres rares, selon l'Agence internationale de l'énergie. Cette domination chinoise sur les chaînes de valeur des minerais critiques représente une vulnérabilité stratégique majeure pour Washington, particulièrement dans les secteurs de la défense, de l'aérospatiale et de la transition énergétique. Trump ne s'en cacha pas. Il mentionna explicitement 7 accords similaires conclus en 2024 avec l'Australie, le Japon, le Kazakhstan, la Malaisie et la Corée du Sud. Je cite, «
Avec tous ces accords, nous forgeons de nouveaux partenariats de sécurité économique qui protègent les intérêts de l'Amérique et de nos amis et partenaires. Le président kényan William Ruto articula une vision différente. Je cite: « Trop longtemps, l'Afrique a exporté des matières premières pour importer des produits raffinés à grands frais. Notre cadre d'intégration économique régionale construira des chaînes de valeur dans les minerais, la manufacture et la transformation agricole, créant emplois et richesses. » Deux visions s'affrontent ici. D'un côté, un schéma extractiviste classique où les entreprises américaines exploitent les ressources pour leurs industries nationales. De l'autre, une ambition de transformation locale créant de la valeur ajoutée sur le continent africain. Quelle vision l'emportera? L'histoire économique africaine offre peu de raisons d'être optimiste. Selon l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, la RDC perdit environ 750 millions de dollars annuels entre 2018 et 2022, en raison de la corruption, de la contrebande et des pratiques commerciales opaques. La participation de groupes armés à l'exploitation artisanale et au commerce illégal des minerais persiste malgré les certifications internationales. Le risque majeur réside dans la reproduction de schémas où les revenus miniers bénéficient principalement aux élites politiques et aux entreprises étrangères, sans transformation structurelle des économies locales. Le Botswana avec les diamants démontre qu'une gouvernance transparente permet de convertir les ressources en prospérité nationale. Inversement, le Nigeria ou l'Angola illustrent la malédiction des ressources où l'abondance minière corrèle avec pauvreté et conflit. Trump promit que tout le monde gagnerait beaucoup d'argent. Mais qui exactement? Les populations de l'Est congolais qui ont payé le prix du sang pendant 3 décennies? Ou les actionnaires des multinationales minières et les élites politiques de Kinshasa et Kigali? Cette question économique renvoie directement aux positions exprimées par les deux présidents signataires. Leur discours révèle-t-il une convergence réelle ou simplement un arrangement tactique? Les discours prononcés par Félix Tshisekedi et Paul Kagame sur la même scène constituèrent un véritable duel diplomatique à fleuret moucheté. Leurs mots, soigneusement pesés, révèlent l'état réel des relations bilatérales et les défis qui attendent la mise en œuvre de l'accord. Paul Kagame adopta une posture de confiance tout en procédant à une déresponsabilisation préventive. Il attribua le succès du processus à Trump. Je cite: « Quand le président a vu l'opportunité de contribuer à la paix, il l'a immédiatement saisie. Son approche est équitable, ne prenant jamais parti. Il nous oriente vers l'avenir, pas vers le passé. » Cette insistance sur l'orientation vers l'avenir plutôt que vers le passé signale une volonté de ne pas rouvrir les contentieux historiques. Notamment les accusations de soutien rwandais au groupe armé congolais et de pillage systématique des ressources documentées dans plusieurs rapports d'experts de l'ONU entre 2001 et 2023. Puis Kagame plaça la responsabilité future sur les Africains. Je cite: « Si cet accord échoue et que les choses ne fonctionnent pas comme elles sont censées le faire, la responsabilité n'incombera pas au président Trump, mais à nous-mêmes. » Cette formulation anticipe l'échec potentiel tout en exonérant par avance le médiateur américain. Félix Tshisekedi adopta une rhétorique de vigilance publique. Son discours réunit des avertissements diplomatiques clairs, adressés directement à Kigali. Je cite: « Nous espérons qu'avec le même sérieux, la République du Rwanda respectera aussi pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. » Cette phrase constitue un rappel à l'ordre à peine voilé. Elle suggère que les engagements rwandais passés ne furent pas respectés. Tshisekedi enfonça ensuite le clou. Je cite: « La fin de tout soutien aux forces négatives est le début d'une coopération juste et équitable pour la prospérité de nos deux populations. » Pour le public congolais, cette formulation résonne comme une accusation directe.
Les forces négatives désignent explicitement le M23 et autres groupes armés que Kinshasa accuse Kigali de soutenir militairement et logistiquement depuis des années. Plusieurs rapports d'experts de l'ONU ont documenté ces liens, notamment en 2012, 2013 et 2022. Tshisekedi conclut par une formulation paradoxale. Je cite « Nous resterons vigilants, attentifs mais pas pessimistes. Nous serons lucides mais résolument optimistes. » Cette double posture traduit la position délicate du président congolais. Accepter l'accord tout en maintenant publiquement une réserve sur son application effective. La signature d'un traité de paix où l'un des signataires se sent obligé de rappeler publiquement à l'autre ses engagements pose une question fondamentale. Un accord peut-il survivre à une telle manifestation de méfiance sous-jacente? L'histoire des relations entre Kinshasa et Kigali depuis 1996 offre peu d'éléments rassurants. L'accord de Pretoria de 2002 prévoyait le retrait des forces rwandaises. En 2024, les accusations de présence militaire rwandaise persistent. Les accords de Lusaka de 1999, les accords de Sun City de 2002, chacun promettait la paix définitive. 3 décennies plus tard, le bilan parle de lui-même. Qu'est-ce qui différencie alors les accords de Washington de ces tentatives précédentes? L'alignement d'intérêts économiques massifs porté par la première puissance mondiale pourrait effectivement modifier les calculs stratégiques. Mais cette convergence d'intérêts suffira-t-elle à surmonter 3 décennies de méfiance et de sang versé? La cérémonie de Washington marque indubitablement un tournant diplomatique. L'implication directe de la présidence américaine, la simultanéité des accords sur les minerais et la convergence apparente des positions congolaises et rwandaises constituent des éléments nouveaux. Toutefois, notre investigation révèle une tension fondamentale au cœur de ce processus. D'un côté, une paix portée par une puissance étrangère qui affiche sans détour ses intérêts économiques dans les ressources congolaises. De l'autre, 2 nations dont les dirigeants expriment, à travers un langage diplomatique ciselé, une méfiance à peine voilée, héritage de décennies de suspicion et de violence. Le véritable enjeu n'est pas la signature. Le véritable test sera la capacité et surtout la volonté politique des partis de transformer ces engagements en réalité concrète sur le terrain, loin des projecteurs et du faste de Washington. 3 questions détermineront la réussite ou l'échec de ces accords. Premièrement, les mécanismes de vérification du retrait effectif des forces et du désarmement des groupes armés seront-ils suffisamment robustes et indépendants? L'absence de détails publics sur ce point constitue une lacune préoccupante. Sans observateurs internationaux crédibles et sans calendrier contraignant, les engagements risquent de rester lettre morte. Deuxièmement, la gouvernance du secteur minier évoluera-t-elle vers davantage de transparence et de redistribution équitable des revenus? Sans réforme institutionnelle profonde, les nouveaux flux financiers alimenteront simplement les réseaux clientélistes existants. Les populations de l'Est congolais qui ont payé le prix du sang verront-elles enfin les bénéfices de leurs ressources? Troisièmement, les communautés locales absentes de la cérémonie de Washington adhéreront-elles à un accord négocié sans leur participation directe? La légitimité de tout processus de paix dépend de son appropriation par les populations concernées. Un accord imposé d'en haut, aussi bien intentionné soit-il, ne produira pas de paix durable si les communautés locales n'y reconnaissent pas leurs aspirations. Les accords de Washington ouvrent une fenêtre d'opportunité. Leur architecture juridique, leur inscription dans une stratégie économique globale et l'engagement américain leur confèrent une portée potentiellement historique. Mais la transformation d'un accord diplomatique en paix durable nécessite bien davantage que des signatures solennelles. Elle requiert une mise en œuvre rigoureuse, transparente et inclusive.
Elle exige que les intérêts économiques qui permirent la convergence ne génèrent pas de nouvelles tensions par une gestion opaque et inéquitable. Le président Tshisekedi qualifia ces accords de tournant. La question demeure, tournant vers une paix authentique ou simple chapitre supplémentaire dans la compétition pour les ressources stratégiques africaines? Les populations congolaises et rwandaises bénéficieront-elles effectivement de la valorisation de leurs ressources ou assisteront-elles à une nouvelle forme d'extraction sous couvert de stabilisation? Les 10 millions de morts de 3 décennies de conflits imposeront-ils enfin aux acteurs régionaux et internationaux une responsabilité à la hauteur de cette tragédie? Ces interrogations ne relèvent pas du cynisme, mais de l'analyse rigoureuse des dynamiques historiques. Les réponses émergeront dans les mois à venir, sur le terrain, dans la réalité vécue par des millions de personnes qui aspirent légitimement à la paix et à la prospérité. Merci d'avoir suivi cette édition d'Insad News Review. Nous continuerons de suivre l'évolution de la situation dans l'Est de la RDC et l'application effective des accords de Washington. Vos analyses, vos témoignages depuis le terrain et vos contributions enrichissent notre travail journalistique. Partagez cette analyse, participez au débat par des commentaires constructifs et restez informés. Rendez-vous pour nos prochaines émissions. Prenez soin de vous et de notre très cher beau pays, la République démocratique du Congo.